Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à Germain. tous, bonjour François. Comme si on ne s'était pas vu toute la journée. Alors en gros, aujourd'hui, c'est toujours la construction de la fiche, forcément, mais on va travailler beaucoup plus sur la taille du document, comment, voilà, quel format choisir, quelle taille, la méthodologie pour sauvegarder une image, voilà, pour ne pas la perdre, pour voilà, faire ça. La résolution des images et du scan aussi, pour avoir une image et une affiche de meilleure qualité possible, selon que vous travaillez aussi bien sur des affiches manuelles comme on a vu la semaine passée, donc au niveau du scan final pour quand même avoir quelque chose de bonne qualité pour ensuite proposer ce produit, ou bien aussi bien au niveau des images que vous allez qu'on va vous apprendre à télécharger dans ce webinaire-ci pour justement avoir une très bonne qualité aussi pour soumettre à la fin au jury de la COCOF. Parce qu'aussi, on va parler un petit peu du droit quand même, on va faire des petites notions. On n'est pas des grands juristes, mais on a quand même 2-3 notions à vous transmettre aujourd'hui. Et puis on terminera sur comment transférer notre affiche finalement aussi. Parce qu'il y a plusieurs façons. Parfois les boîtes mail, on se rend compte qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'on puisse plus envoyer un document. Donc voilà, on va vous parler de l'une ou l'autre manière de les envoyer, si jamais. On commence directement avec le choix de la taille des documents. Donc effectivement, oui, la première chose, c'est ce qu'on disait, c'est au niveau du choix de la taille des documents. Donc en fonction, selon que vous allez travailler votre affiche déjà sur un format horizontal ou vertical, ça c'est un premier point. On le reverra ensuite peut-être rapidement au niveau des scans, voilà, au niveau du scan, parce que je sais qu'il y a certaines, en tout cas dans les écoles, des imprimantes scanners où on peut justement faire du portrait ou du paysage. Donc de toute façon, le point primordial, c'est toujours de prendre des documents de bonne qualité, en fait, de toute façon. Voilà, selon l'organisation de la fiche, si vous avez beaucoup de documents à mettre, enfin d'objets en tout cas, visuels, écriture, etc., alors travaillez sur un A3 directement. Si jamais c'est un petit peu plus épuré, prenez du A4, simplifiez-vous la vie, c'est plus simple en tout cas pour le scan après, quoi. Juste pour le cas où, un A3, c'est juste 2 feuilles A4 finalement. En tout cas, au niveau de la taille, voilà, c'est simplement doubler la feuille. Et alors, voilà, parce que ça peut valoir le coup de commencer directement sur un A4 si vous voulez. C'est plus précis. En fait, on a une feuille plus précise et au final, après, on pourra de toute façon au scanner lui donner les résolutions qu'on veut, quoi. Au niveau de la résolution, on peut peut-être passer à la feuille suivante. Justement, ça, c'est un point important au moment du scan. Vous avez peut-être pu voir dans le paragraphe précédent, mais que vous retrouverez justement après ce webinaire. Ce qui est important, c'est la résolution DPI. Qu'est-ce que c'est que la résolution DPI? Juste un petit rappel, j'imagine que tout le monde sait, mais ce sont les dots per inch. Il est français aussi. Et, et en français, c'est le point par pixel, je crois notamment. Oui, c'est ça. Souvent, ça se traduit toujours, on verra moins PPP, mais souvent DPI. Au moment du scan de votre affiche, si vous travaillez avec des scanners, notamment d'outils, pas avec des scanners de l'école, mais justement plus à la maison, des choses comme ça. Comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran, il y a toujours la résolution DPI. N'hésitez pas à mettre une résolution, si pas maximale, en tout cas optimale, pour avoir en tout cas une bonne qualité de l'affiche. Après, 300 dpi, c'est déjà bien. Si vous pouvez avoir ça, c'est franchement déjà une qualité qui est largement suffisante. On va monter jusqu'à 600. 600, ça va aussi augmenter votre volume. On va parler du volume tout à l'heure. C'est possible, mais ça, c'est des petits tests à faire quand vous allez sortir votre affiche, parce que plus elle va être complexe, plus forcément il va y avoir de pixels. Parce que les pixels, c'est tout ce qui va définir notre image, finalement. Et donc, 300, c'est une belle moyenne. En dessous de 300, c'est quand même un peu juste. Donc, pour sortir une chouette affiche, essayez au minimum de sortir un document qui soit en 300 dpi, quoi. En dessous, vous allez être... Ça fait du document, pour du A4, ça passe, et même dans A4, c'est pas génial. De toute façon, dites-vous bien aussi, si maintenant vous dites « Ah, 300 dpi, oui, mais après c'est difficile à envoyer par mail », on va le voir un petit peu plus loin dans ce webinaire, on va vous donner des outils pour les envoyer autrement que par mail, pour justement avec des sites qui peuvent supporter des envois un petit peu plus volumineux en termes de fichiers. Donc, n'hésitez pas à mieux calibrer pour avoir une meilleure qualité. Ce serait dommage si vous faites et vous allez faire un super travail, on en est sûr. Et ce serait dommage du coup de le gâcher juste parce que la résolution n'est pas la bonne. Donc voilà, pensez juste en termes de DPI. Donc voilà, ça va être tous ces petits pixels qui vont composer notre image de manière numérique. Et voilà, au minimum 300. Voilà, 300. Partez sur 300. Et si vous pouvez monter plus, c'est encore mieux. Voilà. Maintenant, je vais vous afficher le tableau. On se retrouve toujours en haut à gauche.
Ça, c'est juste un petit rappel. Effectivement, on a sélectionné pour vous des formats d'images les plus communs, les plus usuels, les plus employés. Certainement, vous les connaissez déjà tous. Petit rappel vite fait. On va pas vous énumérer le tableau, vous le retrouverez de toute façon dans les documents après. Mais on vous a sélectionné le JPEG. Ça, c'est un grand classique en termes en tout cas pour tout ce qui est photo, qualité d'image. JPEG, au niveau de la compression, c'est une excellente qualité d'image. Le PNG, ça c'est souvent plus utilisé par les graphistes dans certains types de... Le PNG, ça va permettre de faire des transparences, ça va permettre... Ouais. En fait, c'est une qualité d'image qui est largement supérieure à celle du JPEG. Nous-mêmes, c'est celle-là qu'on va vous conseiller. Si vous pouvez la prendre, en tout cas, faites vos images en PNG, c'est le top. Voilà. Pour faire une affiche. Et puis, il y a le PDF. Et pour finir ma phrase, ah, pardon. Comme des outils audiovisuels comme Illustrator, toute la suite Adobe ou des choses comme ça, vous retrouverez le PNG, voilà, mais ça, c'est souvent un format un petit peu plus professionnel, entre guillemets. Mais voilà, ça, c'est une top qualité d'image. Et puis, alors, le troisième qu'on a sélectionné pour vous. Qui est le PDF. Voilà. Et le PDF, par contre, on vous le déconseille complètement. C'est bien quand on fait un document, un PDF, ça s'envoie facilement, c'est pratique. Nos feuilles, vous allez les retrouver d'ailleurs en PDF. Parce que c'est beaucoup plus léger. Il y a par contre aussi, on ne l'a pas mis parce que comme ça, il y avait pas c'était sûr qu'on ne se trompait pas, il y a le PDF impression aussi qui existe. Lui est bien. Il est vraiment fait pour justement imprimer des choses, pour envoyer chez l'imprimeur, voilà, on va faire des t-shirts, on va faire des logos, on va faire n'importe quoi. On peut l'envoyer en PDF impression. Mais pour être sûr qu'en fait, il n'y ait pas de confusion, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre avec PDF parce que le PDF, vraiment, oubliez-le. C'est vraiment la moins bonne qualité que vous pourrez avoir. Le PDF impression, si vous vous en souvenez, pourquoi pas. Et sinon, privilégiez le PNG et le JPEG est le format qui passe partout, qui reste d'une qualité satisfaisante de toute façon. Avec ces formats-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ici, ensuite, on va vous parler, je vais revenir, tac, et on se retrouve en haut à gauche. Important aussi d'organiser le stockage. Le stockage de vos données, c'est-à-dire que quand vous allez aller chercher des photos, que ce soit sur Google ou sur... On va vous donner un site Pixabay, on va vous montrer un petit tutoriel. Enfin, Gaëtan va vous animer un petit tutoriel. Notre petite voix, vous ne le voyez pas parce qu'il est toujours derrière la technique, mais aujourd'hui, il aura son petit rôle. Ouais. Et donc, justement, ce qui va nous apprendre, c'est que c'est important d'organiser le stockage. C'est-à-dire que quand on va aller chercher une image, toujours mettre... Par exemple, voilà, j'ai décidé de créer une affiche sur Bruxelles en 2030 et le mannequin piece est toujours là. Et puis, j'ai envie de remplacer les choux de Bruxelles, enfin les boules de l'atomium par des choux de Bruxelles. Je vais aller taper mannequin piece, choux de Bruxelles, atomium. On garde toujours, moi j'ai en tête ce que je veux faire. Le premier mot, effectivement, ça va être un petit peu l'objet de ma recherche. Le deuxième, c'est plus facile pour s'y retrouver, le thème. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, on a mis Bruxelles 2030. Et puis la source, parce que pour tout ce qui va être droit d'image, si vous devez, même si c'est libre de droit, souvent certains auteurs demandent juste à ce qu'on les cite. Alors pour s'y retrouver, c'est plus simple, en tout cas, si c'est au dos d'une affiche, bon, si c'est sur un document audiovisuel ou quoi, ça peut être en générique, mais mettez-le directement à la fin de la source de votre encodage, comme ça vous n'avez pas besoin de refaire toutes les recherches que vous avez initialement entreprises. Vous avez dans le seul nom tout ce dont vous avez besoin, le nom, la source du projet et l'auteur du document. Surtout si en plus vous avez par exemple téléchargé 10 mannequin pieces différents pour ce projet-là, ça vous permet de savoir lequel était lequel, ça vous donne un ordre en fait. Et souvent quand on commence à faire des compositions graphiques comme ça, même des films de toute façon, on se retrouve avec énormément d'images. Et donc de pouvoir bien les cartographier dès le début, ça nous permet aussi d'être clair et net et de suivre notre projet facilement et de retrouver nos images facilement. Ouais, très bien. Au niveau maintenant de la recherche d'images libres de droit, donc avant de passer le micro à notre petite voix, là je vais manquer la musique c'est pas sorti. Voilà, on va vous donner, donc il faut toujours veiller en fait à ce que ce soit libre. Et pour ça, en fait, oui, Gaëtan va nous animer ça. On va d'abord parler de Google, parce que Google, c'est l'outil le plus usuel, en tout cas de ce qu'on peut faire actuellement. Et puis, on vous a conseillé aussi un autre site assez pratique pour aller chercher les images. Et lui, il sera même accompagné d'un petit tutoriel que vous pouvez retrouver à la fin aussi. On passera dessus aussi là maintenant. On a pris Google parce que voilà, c'est la référence. Mais Pixabay, bien plus pratique, vous verrez. On vous laisse à Gaëtan. Voilà, Gaëtan, le micro tourne et c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, moi c'est Gaëtan. Je suis un peu tapis dans l'ombre comme vous pouvez le voir. Donc ici, vous pouvez voir à l'écran, donc on est sur Google. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est simplement, on va taper une petite recherche donc telle que Bruxelles, étant donné que c'est notre sujet.
Donc, on va ensuite se retrouver sur la page et on va aller dans Images, d'accord? Et alors ici, dans Images, on va se retrouver avec plein d'images qu'on va pouvoir survoler. Mais souvent, on est un peu perdu, on ne sait pas laquelle on peut utiliser, etc. Donc, ce qui serait vraiment bien, c'est d'aller trouver des images libres de droit. Donc ici, en cliquant sur l'icône Outils, vous allez aller dans Droit d'usage et vous allez cliquer sur License Creative Commons. Je le prononce bien parce que moi, je ne suis pas français. donc, donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous tombez ici sur les images, vous savez et vous êtes sûr que normalement, elles sont libres de droit. Vous pouvez également ici, sur votre gauche, sélectionner la taille de l'image. On va donc privilégier pour notre affiche des images de grande taille. Voilà. Et alors ici, à ce moment-là, on va être face à des images qui vont pouvoir être utilisées avec une bonne qualité pour nos affiches. Si on doit faire des découpages, on les imprime, on découpe, etc. Comme vous avez vu dans le premier tutoriel. Maintenant, Google, honnêtement, c'est un bon outil de recherche, mais il n'y a rien qui certifie en fait que c'est vraiment pas, enfin comment dire, libre de droit. Donc pour ma part, je vais vous montrer un site que je vous recommande en fait, parce que si vous voulez, au moins là on est sûr que c'est libre de droit. Donc vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Pixabay, d'accord? On vous fournira donc un tutoriel qui explique tout ça en détail. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste survoler l'interface. Donc, on arrive sur la page d'accueil et vous voyez ici dans votre barre de recherche, vous allez vérifier que vous êtes bien sûr Images, ici, hein, d'accord? Et alors, on va taper par exemple, encore une fois, Bruxelles, hein, voilà, comme c'est notre thème, simplement. Et là, je vais donc tomber sur une page avec des photos encore qu'on va pouvoir survoler. Je vais par exemple prendre ici la Grande Place, d'accord? Voilà. Et ici, vous allez devoir vérifier, hein, sur votre droite, Pixabay licence, libre pour usage commercial, pas d'attribution requise, d'accord? Ça vous certifie que l'image, en fait, est libre de droit. Je vais donc à ce moment-là pouvoir la télécharger gratuitement. Je prends une résolution de 1920 par 1085. Au moins, là, on est sûr qu'on a aussi, encore une fois, une image de qualité. Vous pouvez prendre plus si vous voulez, hein. Moi, je vous dis, à 1920 par 1085, c'est déjà pas mal. Et je vais donc la télécharger. Ici, vous voyez, il y a des petites écritures qui s'affichent là, un petit onglet qui dit, voilà, les crédits ne sont pas nécessaires pour l'auteur, mais c'est toujours sympa de les citer. Donc, ce que moi, je fais en général, c'est pour notre méthodologie, justement, je vais aller... Oh, il ne veut pas me la copier, excusez-moi. Voilà, un instant. Donc, je vais refaire un téléchargement. Donc, moi, ce que je fais, je prends en fait ici, si vous voulez, directement l'information, je la copie en faisant CTRL-C, hein, d'accord? Et ensuite, je vais aller dans mes téléchargements et je vais renommer mon image. C'est-à-dire ici, on va taper Grand Place, hein, comme Germain nous l'a dit, hein. Voilà, je tape Grand Place. Ensuite, je vais mettre Bruxelles 2030, c'est le nom de mon projet, d'accord? Voilà. Et ensuite, vous allez donc insérer, je fais un copier-coller de ce que j'avais noté. Donc voilà, je tape le nom de l'auteur ainsi que la source où j'ai trouvé l'image. Après, évidemment, j'ai mis 2, donc là, voilà. Je remets un underscore. Et là, j'ai sauvegardé mon image. Donc, j'ai le nom de mon image, ce qu'elle représente. J'ai le nom de mon projet. J'ai le nom de l'auteur et la source où j'ai trouvé l'image. Ça va nous permettre, en fait, de ne pas devoir à chaque fois... je veux dire, quand on télécharge une image, on ne va pas l'intégrer directement à notre projet, en fait. Donc, c'est bien de pouvoir... Voilà, j'ai téléchargé mon image. Je retourne sur Pixabay. Et hop, je vais faire une nouvelle recherche d'image. Et avec cette méthodologie-là, vous aurez chaque fois les noms d'auteurs qui seront collés dans les noms de vos fichiers et ce sera très facile de les retrouver. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous repasse la main. Voilà, merci Gaëtan, c'était superbe. Et alors, n'hésitez pas, moi je vous invite quand même à aller voir, si jamais ça a été un petit peu vite, de toute façon, d'aller retrouver le tutoriel de Gaëtan sur justement l'usage de Pixabay. Qui est beaucoup plus détaillé, où Gaëtan a vraiment pris le temps, là, vous verrez, oui. Et alors, il aura la voix suave qui va avec. Ouais, avec une petite musique, c'est magnifique. On commence par un méga fou rire, c'est absolument génial. Et donc, voilà. Et là, juste aussi un dernier petit truc par rapport à Gaëtan. Est-ce que vous avez dit Gaëtan, la Creative Commons là, sur
sur Google notamment, c'est en fait une ASBL. Et c'est des artistes qui ont décidé qu'en fait, justement, les droits et autres, c'était trop compliqué. Et ils ont décidé en fait que leurs œuvres pouvaient être plus facilement données aux gens. Et donc, voilà, cette ASBL en fait permet de distribuer les documents beaucoup plus facilement. On le verra tout à l'heure, mais les documents libres de droit, ça n'existe pas en réalité. Pas vraiment comme ça. Mais on en parle juste après. Ok. On enchaîne tout de suite avec le poids d'une image, donc toujours qui fait partie de ce petit webinaire numéro 2. Un petit rappel rapidement, je pense que ça tout le monde le sait, mais ça fait toujours du bien. Au niveau de la taille des images et en octets, déjà en fait les différents poids, donc octets, kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets, téraoctets. Voilà. Un octet composé de 8 bits, c'est toujours des valeurs binaires, donc 0 et 1. On pense à Matrix souvent avec des 0 et 1. C'est comme ça qu'on traduit les images, les photos en termes de, c'est vrai, hein, en termes de langage informatique. Voilà, on le retrouve sous forme au niveau du nom d'octet. Ça permet juste de voir, de deviner en tout cas le poids du document, de l'image qu'on va télécharger, de se dire, OK, quand je l'insère dans le projet, ou bien le résultat, le projet final, ça fait quoi un petit peu. Si votre affiche fait 1 téraoctet, vous vous dites, ah, il y a eu un problème. Ouais. Il y a un truc qui n'est pas passé. OK, et maintenant on arrive à la notion des droits d'auteur. Il y a beaucoup de choses à dire, on a essayé de résumer, de faire court. En fait, toute œuvre artistique, toute œuvre originale peut prétendre à des droits d'auteur, Ouais. mais on n'a pas forcément. En tout cas, on peut pas les abandonner parce que dès qu'un document est créé, de toute façon, il y a des droits d'auteur dessus. Quel que soit, vous faites un trait sur une feuille, vous décidez de partager, il y a des droits d'auteur dessus parce que voilà, vous avez créé quelque chose, mais vous pouvez très bien décider de laisser tomber vos droits d'auteur, en fait, voilà, de dire, bah voilà, je le donne gratuitement. Attention, par contre, quelqu'un peut vous céder les droits d'auteur sur une œuvre, mais peut très bien, si vous l'utilisez dans un... Voilà, vous dites, avec mes élèves, en fait, on voudrait faire une affiche, est-ce qu'on peut avoir les droits sur telle œuvre? La personne peut vous dire oui, et l'année prochaine, vous faites le nouveau concours de la COCOF, non, je ne vais pas le dire, non, j'en fais rien. Vous décidez de refaire un nouvel appel à projet, par exemple, et vous voulez réutiliser cette image. L'auteur vous a donné le droit pour l'affiche, mais ne vous l'a pas donné pour la nouvelle. Donc, il faut toujours recontacter la personne dans ces cas-là. Avec Pixabay, vous voyez que là, en général, il suffit de créditer la personne d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est plus simple encore. Il y en a qui demandent d'être crédités, il y en a qui vont demander de l'argent. Voilà. On n'a pas tous la prétention d'être Picasso ou bien Robert Doisneau. Voilà, c'est ça. Heureusement, donc on sait encore trouver des images libres de droit, en tout cas, ou qui sont en tout cas mises dans un portfolio et dans lesquelles on peut se servir. Évitez Tintin dans vos affiches. Hein, je sais que c'est un gros personnage belge, mais Moulinsart, c'est des... Non, je ne vais pas dire de gros mots, mais en fait, avec eux, c'est très compliqué. Même des écoles, ils ont déjà mis des écoles dans la mouise. Hein. Ils ont déjà mis des écoles au tribunal. C'est des gens qui détestent voilà, l'image de Tintin. Ils n'ont aucun scrupule, voilà. En tout cas par rapport aux droits d'auteur, que eux-mêmes n'ont pas créés, puisque ce sont les droits d'Hergé à la base, mais eux les ont récupérés, ils les exploitent autant que possible. Donc, ouais, ça, tout ce qui est Tintin, évitez. Pour le reste... Pour le reste, la plupart des gens sont quand même plutôt cool, surtout quand c'est des projets scolaires comme ça, il ne faut pas trop se poser la question, vérifiez toujours un petit coup, mais voilà. Et puis dans les droits d'auteur, ce qu'on peut dire aussi, si vous prenez des photos, pareil, en fait vous êtes l'auteur, donc forcément vous pouvez utiliser la photo. Normalement, même si vous prenez quelqu'un en photo qui va apparaître sur... Voilà, vous voulez publier cette photo-là, vous avez le droit, et logiquement, la personne n'a pas le droit de se plaindre, à part si vous avez voulu embêter cette personne, lui créer du mal, faire quelque chose de négatif avec cette personne, en fait. Si par exemple, je ne sais pas, moi, on utilise cette personne, en fait, pour faire quelque chose sur les nazis et qu'on met quelqu'un parce qu'il a une petite moustache et une drôle de tête pour le faire, du coup, là, clairement, on nuit à la personne, en fait. On nuit à son intégrité, et ça, c'est interdit, bien sûr. Après, le mieux, c'est que même si vous prenez une personne en photo avec vos élèves, vous vous promenez, vous avec les smartphones et tout ça, allez voir la personne, dites-lui ce que vous faites. Vous n'en êtes vraiment pas obligé, mais c'est toujours beaucoup plus sympa, en fait. Des fois aussi, plutôt que d'aller rechercher des images, n'hésitez pas à faire l'exercice avec vos élèves, de prendre un appareil photo, effectivement, comme François le soulignait, et de faire cet exercice-là. C'est souvent plus pédagogique, plus ludique, ou même des fois de demander à vos élèves si eux-mêmes dessinent ou s'ils ne veulent pas, voilà, s'il y en a qui font de la peinture ou autre, d'essayer de mettre leur talent à profit. Déjà, c'est souvent plus valorisant.
en termes d'image, ou même il y en a pas mal en fait qui font de la photo aussi, ils peuvent s'y prêter, et puis ouais voilà, ça les encouragera de toute façon à continuer là-dedans. Voilà. Ah oui, Et puis je vous disais... ça évite de prendre des droits d'auteur. Pardon. Et justement, on parlait tout à l'heure là, de l'expression libre de droit sur les images, pour la petite histoire que vous pouvez raconter comme ça à vos élèves aussi. En gros, c'est une mauvaise traduction qui a donné cette phrase, ces mots libre de droit. Parce qu'en anglais, on adore dire de l'anglais, hein, vous voyez, c'est royalties free, et ça veut dire libre de redevance. En fait, une image voilà, peut être libre de redevance, mais a toujours un droit à la base. C'est ça, oui, attention à cette notion-là quand même. Et pareil pour les réseaux sociaux, tiens, c'est aussi une petite histoire à leur raconter. Quand on entend parfois sur les réseaux sociaux, attention, si tu mets ton image là et là, n'en mettez pas trop, hein, de toute façon, c'est pas le but, mais les réseaux sociaux n'ont pas le droit de donner votre image ou de la vendre à un autre, à un site, ou voilà, on ne peut pas retrouver votre tête normalement sur un site où vous ne voudriez pas être. C'est totalement interdit par la loi. Il y a toujours, hein, le droit existe. Par contre, dans les petites règles des réseaux sociaux, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'une personne de votre réseau, donc qui appartient à ce réseau, donc ça peut être je sais pas, un gros réseau là où il y a plein de monde, a le droit de repartager cette image puisqu'elle est dans le réseau, tant qu'elle reste dans le réseau. Ça, c'est vrai par contre. Donc votre image peut potentiellement se retrouver très très loin dans le réseau, mais le réseau n'a absolument pas le droit de vendre votre image. Là, vous pouvez aller direct au tribunal si vous la retrouvez comme ça. Voilà, le webinaire touche à sa fin. On va quand même aborder un dernier point hyper important, c'est la manière de transférer une image volumineuse. Voilà, la dernière feuille de ce webinaire, justement, il y a 2 sites hyper intéressants qui existent pour envoyer des photos ou des objets, en tout cas numériques, volumineux. C'est WeTransfer, dont vous retrouverez justement le nom du site, et puis FileMail. On décrit un petit peu justement les manières le processus, si vous voulez, d'envoi. Et en fait, il est très très simple. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, c'est possible néanmoins. C'est gratuit, ça c'est pratique. Et alors dans le premier WeTransfer, gratuitement, vous pouvez envoyer jusqu'à 2 gigas, donc c'est quand même pas mal. Quand il s'agit de fichiers vidéo, c'est un petit peu plus délicat, mais en tout cas, tout ce qui concerne les photos, affiches, ça passe à l'aise. On peut envoyer aussi plusieurs fichiers, c'est pas un seul d'un tel poids. Voilà, juste votre adresse mail, le destinataire, un petit mot, vous glissez le fichier et envoi assez rapide. Et juste avec mail, WeTransfer, si vous ne vous inscrivez pas, gardez bien votre boîte mail pas loin de vous parce qu'en fait, il demande un code de validation qu'il envoie par mail dans la seconde qui suit le moment où vous avez inscrit votre transfert, du coup, pour être sûr que vous n'êtes pas un robot. La seconde plateforme, c'est FileMail. Le principe est le même. Juste au niveau des fichiers, ça peut être un peu plus volumineux, ça peut aller jusqu'à 5 gigas. Et puis, l'interface est assez simple, même chose, vous mettez votre mail, on va se retrouver ici en grand, vous mettez votre mail, le mail du destinataire, vous glissez le fichier et vous envoyez, tout simplement. Donc voilà, après il en existe encore d'autres, on trouve que ces deux-là sont très pratiques, donc voilà, on vous les conseille. Voilà. Et bien voilà, on va passer maintenant aux questions-réponses, j'espère que ça a été, je sais que c'était dense au niveau des informations, c'était riche. Je le répète une énième fois, vous pourrez retrouver tout à la fin du webinaire, aussi bien en format PDF qu'en format MP4 pour les vidéos et les super tutoriels de Gaëtan. Non, si, je le souligne. Et Lubna va nous rejoindre, hein, c'est ça? Lubna va nous rejoindre. Bonjour, rebonjour. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avais juste envie de préciser un petit point, j'en profite, par rapport à la notion de droit d'auteur, enfin d'image. Ne pas oublier que les mineurs ont un droit particulier. Donc, si vous souhaitez mettre les enfants en valeur, les enfants de votre classe, voilà, il faut quand même demander l'autorisation des parents. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième point important par rapport au transfert. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de connaître l'existence d'outils comme WeTransfer et FileMail. Normalement, nous avons prévu dans le site concours un formulaire spécifique et la possibilité aussi de télécharger des affiches via ce formulaire. Maintenant, s'il y a des difficultés par rapport à la taille et au poids, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Donc, voilà.